cabaret, ça veut dire que ça va mal, mais que vous êtes au bon endroit. Dans le cœur, quelques cailloux d'émeraude. Peu m'importe le temps et ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'heure d'un mot. Dis-moi, de quoi es-tu fait dans le fond? Comment changent tes émotions? Aura-t-on vraiment une autre occasion? Comme un coup de foulette, foulette chez les mômes. Comme un coup de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on détonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté le canana. Génération non. Bonjour Mascar. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tu nous accueilles aujourd'hui à La Bouche, un cabaret du 18e arrondissement que tu as cofondé avec 3 autres artistes. Pour commencer, veux-tu nous parler de ton parcours? J'ai commencé par faire des études de lettres, une prépa assez prestigieuse à Lyon. Et puis en fait, j'ai vite été déçue du prestige. J'ai trouvé assez rapidement que je trouvais ça trop dommage que les prépas, notamment publiques, l'argent public, ce soit... En fait, j'étais, je pense, une des seules à être d'une école publique, dans cette prépa publique. Donc, il y a très vite eu dans mon parcours une question sur la place et la politique, où on met l'argent, pour qui, comment. Après, j'ai fait ça. Après, je suis allée à la fac. Je trouvais qu'on était plus libre à la fac. Je trouvais qu'il y avait plus de recherche véritable. Du coup, je suis allée jusqu'au doctorat, donc jusqu'à la thèse. Donc tout le cursus. J'ai écrit une thèse sur Didier Georges Gabilly, la première monographie de tout son corpus édité. Et ça s'appelle L'écriture aberrante. En parallèle, j'ai été au conservatoire de Grenoble, qui était un petit conservatoire à l'époque, très sympa, avec une très belle salle de travail. Ça a toujours été hyper important pour moi, les espaces dans lesquels on travaillait. Et la salle de Grenoble, elle était très belle parce qu'il y avait une terrasse sur laquelle on n'avait pas le droit d'aller, mais on y allait quand même. Et du coup, on avait une vue à 360 degrés avec les montagnes. On n'était pas dans une grande ville, donc il y avait moins de compétition. Et du coup, on a fait théâtre, quoi, avec ma promo. Il y a des gens avec qui je continue de travailler encore, d'ailleurs. Avec Billy, avec qui on a cofondé ce cabaret, notamment. On s'est rencontrés artistiquement aussi pendant ces années-là. Et puis après, quand je suis sortie du conservatoire, j'ai rencontré Chantal Morel, qui du coup m'a proposé de jouer dans un spectacle, Le Chagrin d'Olderlin, la dernière pièce qu'elle a écrite et montée, parce que c'est toujours un peu ni tout à fait... Enfin, c'est ni l'un ni l'autre. C'est toujours au carrefour des deux. Et avec du coup un autre comédien qui s'appelle Florent, on a repris le lieu qu'elle avait, qui s'appelait le Petit 38, et on l'a transformé en Midi Minuit, qui était un lieu déjà où là, on a commencé à faire un peu de cabaret. Donc ça, c'était... Ouais, on a réussi à tenir 5 ans. Les gens nous donnaient 6 mois d'existence, parce qu'on n'avait aucune tutelle publique qui vous croyait en ce qu'on faisait. C'est là que j'ai compris aussi quelque chose de la politique culturelle, c'est qu'on me disait va faire carrière et reviens après à Grenoble, et on préfère les gens quand ils sont déjà connus plutôt que de laisser la place aux gens qui étaient là. Parce qu'au début, nous, on voulait rester là. Puis après, je me suis dit que c'était peut-être pas mal d'aller à Paris, pas pour faire carrière, mais pour être une lesbienne un peu plus épanouie, parce qu'il y a plus de... Ça converge, quoi, il y a plus d'espace aussi. Et du coup, à Paris, j'ai commencé à rencontrer un peu les milieux de la nuit, à être DJ, parce que je fais de la musique aussi, moi. J'aime beaucoup la musique électronique. Et à Paris, j'ai rencontré Grand Soir, qui avait donc une boîte de nuit qui s'appelle L'Œil, qui a fermé maintenant, mais c'est là-bas qu'on a commencé à faire les premiers cabarets. Et en parallèle, Billy a rencontré Soa de Muse chez Madame Arthur, parce qu'elle a passé des castings là-bas, et
Billy, elle était prof de français à Aulnay-sous-Bois et après, du coup, elle a arrêté sa carrière de prof pour être chanteuse. Et du coup, ça fait un parcours, je crois que c'est ça. Après, maintenant, mon parcours, je travaille aussi avec Émilie Leroux. Les spectacles, ça doit faire... ça commence à faire, je pense que ça doit faire au moins 7 ans. On a fait 3 spectacles ensemble. Et j'aime beaucoup jouer pour les enfants. J'étais pas sûre de ça, parce qu'il faut jouer le matin. Et en fait, c'est un public super, assez proche de celui du cabaret, dans le sens où c'est pas un public acquis. Un public qui est déplacé aussi dans les codes de représentation traditionnelle. Et c'est très intéressant, je trouve. Et après, maintenant, depuis 1 an, je travaille aussi avec Virginie Despentes sur ses débuts, finalement, dans la mise en scène. Donc là, on a joué Walk 1 en mars dernier. Et là, on va continuer de travailler ensemble pour la 2e pièce, à la Colline, au printemps. Donc, il y a aujourd'hui à Paris une multitude de cabarets, et en région aussi, qui attirent de plus en plus de spectateuristes. Donc, peux-tu nous raconter, toi, ce que vous fabriquez ici à la Bouche et ce que vous avez envie d'inventer avec ce cabaret singulier? Bah, je pense que oui, il y a eu un moment où le cabaret, c'est devenu quelque chose de ringard et que là, ça revient. Mais je pense qu'il y a toujours eu des gens qui en ont fait. Je pense pas faut jamais, je pense, laisser de côté les sources non visibles qui nous amènent à être là. Parce qu'on vient pas du néant et après nous, c'est pas le néant, quoi. Donc, du coup, je pense je pense qu'il y a moins de cabarets qu'avant. Parce qu'avant, à Paris, il y avait des cabarets, par exemple, Kabyle aussi. Il y avait les artistes avaient plus de lieux. Mais en fait, c'est aussi lié au fait que le prix de la pierre augmente, que c'est moins facile d'investir des lieux. Il suffit de regarder, je sais pas, les Champs-Élysées. Il y avait beaucoup plus de théâtre et de cinéma avant. Maintenant, c'est que des boutiques. Un Apple Store, c'est très beau. On se serait jamais dit ça, je pense, il y a 50 ans. Et du coup, pour moi, on n'est pas en train de... Il n'y a pas plus de cabarets, c'est juste qu'il y a il y a enfin on est plus à avoir la possibilité d'être un peu quand même dans un bras de fer pour faire exister nos lieux. C'est pas du tout évident parce que c'est très cher et que c'est important de parler d'argent en fait quand on parle aussi de cabaret parce que c'est pas qu'une proposition au plateau, c'est vraiment un écosystème et une économie. Et la spécificité de la Bouche, c'est que c'est nous qui l'avons fabriquée. Donc, pour le coup, la Bouche n'existait pas avant. C'est Grand Soir et Isabelle Grapotte, la propriétaire des lieux, qui d'abord ont eu l'idée tous les deux, parce que ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Ici, avant, à un moment donné, ça a été des ateliers de couture, par exemple. Et c'est de cette époque-là que Grand Soir connaît Isabelle. Et petit à petit, Grand Soir, il en a proposé un projet, une idée collective. Donc, c'est là où c'est né cette idée de faire ensemble un lieu. L'idée, c'était de faire de ce lieu un cabaret, mais qui soit aussi, là, on le voit pas parce que c'est derrière, mais c'est une boîte noire, comme un studio, en fait. Comme un studio de film, de cinéma, dans lequel on tournerait un cabaret, en fait. Et un cabaret qui serait entre une tradition, c'est pour ça qu'il y a les Pampiles. Ça, c'est vraiment l'ADN de Montmartre aussi. Tous les lieux de Montmartre ont des colonnes comme ça, en miroir à facettes. Donc, on voulait retrouver une origine de là d'où on vient et en même temps où on va, nous, c'est-à-dire il y a des néons, tout est contrôlable en Wi-Fi. Enfin, il y a un côté, en fait, qui est aussi quand même très de nos jours, assez actuel. Et je pense que c'est ça la spécificité de la Bouche, c'est que c'est un lieu qui est tenu par les artistes. On a décidé de la carte des boissons ensemble, le prix des billets, c'est nous qui faisons la billetterie, on est autogéré, quoi. Mais en fait, c'est pas
si nouveau dans le panorama du cabaret, puisque Moon tenait son lieu, Sulidor tenait son lieu. Enfin, en fait, c'est presque l'inverse. On renoue finalement avec... et en plus, c'était souvent des lesbiennes. On renoue avec une tradition de cabaret lesbien parisien qui a 100 ans, qui était à Montparnasse, qui était à Pigalle. Donc, c'est nouveau, mais c'est ancien aussi. C'est juste que, entre-temps, il y a eu peut-être ben, une domination immobilière qui a empêché aux artistes de s'exprimer dans des lieux qui tenaient, quoi. On est tenancière, en fait, ici. C'est un peu ça, la spécificité de ce lieu. Nous avons organisé le 13 décembre à Londa une rencontre sur le thème des cabarets indisciplinaires. Et plusieurs invités dont tu faisais partie ont mentionné la dimension politique de ces espaces, à la fois de transgression et de revendication que sont les cabarets aujourd'hui. Et toi, tu as complété ça en rappelant l'articulation importante pour toi entre la lutte et la légèreté, et entre quelque chose de l'ordre de la joie et du militantisme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et préciser cette belle idée? La spécificité de la bouche, c'est qu'on est 4 personnes issues de minorités et avec une intersectionnalité très forte. Soa, elle est descendante d'esclaves, par exemple. Elle est dans le trouble du genre. Billy, c'est une personne transfuge de classe qui vient d'une famille vraiment de misère. Et Grand Soir, il aurait pu être un dominant bourgeois et blanc, mais malheureusement, il est homosexuel. Et même plus, il est PD, c'est-à-dire qu'il en fait une identité politique. C'est pour ça qu'on dit PD quand on fait partie de la communauté. Et moi, ce que je dis parfois, j'ai en héritage la guerre d'Algérie, le traumatisme de ça, et le bassin minier du nord de la France. Donc, aussi, finalement, on porte avec nous des histoires empêchées, quoi. Et je pense que c'est pas une mécanique, c'est pas une théorie. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, mais nous, c'est la manière qu'on a de faire, d'exister aujourd'hui. C'est qu'on arrive à transformer toute cette, tout cet héritage en une sorte de feu assez joyeux. Mais parce que aussi, on n'oublie pas qu'avant nous, il y a des gens qui ont beaucoup pleuré, qui ont beaucoup subi. Et j'ai l'impression qu'en 2024-25 bientôt, là, cette génération à laquelle moi j'appartiens, c'est-à-dire des gens qui ont moi j'ai 34 ans, donc voilà, entre 25, 20 même, et 40, il y a un peu ce truc où on a faim de joie aussi parce qu'on a bien vu que les gens avant nous, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de souffrances, et que nous, c'est un peu comme les troisième générations d'immigration. Il y a quelque chose du présent qui est plus, qui peut palpiter. Et alors, ça veut pas dire que tous les jours sont joyeux, c'est aussi des tendances. Moi, c'est la mienne, c'est que je suis quelqu'un de très joyeux. C'est pas le cas de tous les autres coéquipiers avec qui je travaille, hein. Mais moi, c'est mon truc. Je trouve que c'est intéressant de toujours mettre dans tout, de la tendresse et de la malice. Et que ça permet beaucoup, en fait. Et que ça permet aussi, de s'adresser par rapport on va dire, à la dimension vraiment artistique, ça permet, en fait, de s'adresser, un peu au cœur de chacun et de chacune, parce que personne va te dire: «Ah moi la tendresse et la malice, j'en veux pas, je trouve ça dégueulasse». C'est aussi une sorte de cheval de Troie pour, ouvrir, discuter avec des gens qui sont pas du tout d'accord avec toi, qui n'ont pas envie d'être d'accord avec toi, ou des gens qui pensent être d'accord avec toi, parce que des fois les ennemis les plus proches aussi, c'est ceux qui se disent, par exemple, déconstruits, comme si on y était arrivé, comme si c'était pas un travail de toute une vie de se déconstruire. C'est Il y a pas de bon point, quoi. Il y a pas de bonne arrivée, il y a pas de bon militant. Enfin, sortir de la morale aussi de tout ça, et faire exister nos contradictions d'existence, tout en étant, proche d'une vérité qui est très simple. C'est que nous, on est debout, mais on vient aussi de milieux où il y a beaucoup de gens au sol, qui se relèveront peut-être jamais.
Donc, on maquille pas par la joie non plus, quoi. C'est pas la même chose. On fait pas semblant, on dit pas, mais si, regardez, c'est super d'être queer. Non, on dit, nous, on est debout. Pourquoi? Miracle. Vous, vous êtes assis en face. Pourquoi? Miracle. Et voilà. Donc, ça a fait des soirées super sympas. Vous allez voir, vous allez passer une soirée super sympa. Alors ouais, on déconne, ouais, on détonne, non, non, c'est pas l'école qui nous a dit t'es le canana. Génération non, non.